Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Lydia Morlet-Aïdara. Je suis la directrice de l'Institut de droit et santé, qui donc porte ces entretiens droit et santé que nous organisons trois fois par an à peu près. Et donc, je remercie les personnes qui ont fait le déplacement en présentiel et les personnes en ligne. Merci d'être venues assister donc à ce nouvel entretien consacré à évaluer le leadership normatif de l'OMS. Nous avions initialement appelé ça l'influence des normes de l'OMS sur les États. Et je précise d'emblée que cet entretien droit et santé est enregistré. Vous avez eu la petite annonce au moment où vous êtes connecté, donc sachez que aussi bien votre image que votre voix, si vous prenez la parole, sera enregistrée. Donc je me devais de vous donner cette information. Donc pour intervenir sur ce thème aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Régis, que je remercie vraiment sincèrement d'avoir libéré de son temps, de profiter de sa venue en tant que professeur associé au sein de notre université pour nous faire partager son expérience aujourd'hui. Nous avons des relations entre nos deux centres et plus personnellement depuis plus de 10 ans maintenant. Oui. Je crois que mieux vaut ne pas compter. Mais voilà, ces deux relations historiques, nous n'avons pas changé, pas pris une ride. Donc, tu es une fidèle de l'Institut de droit et santé. Je te remercie encore de jouer le jeu et de consacrer de ton temps. Et je suis ravie que les liens soient encore renforcés à l'occasion de cette nouvelle manifestation. Mais permettez-moi, moi je connais Catherine, mais vous non. Donc, je vous présente Catherine Régis, qui est donc professeure à l'Université de droit de Montréal, l'Université de Montréal. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit et politique de santé, également co-directrice du Hub Santé publique, Organisation et droit du Canada. Je regardais si tu avais mis d'autres choses. Non, tu m'expliqueras pourquoi il y a plusieurs noms. Je vais faire ça. Voilà. Donc, beaucoup de casquettes et on a l'habitude de t'accueillir sur les problématiques d'intelligence artificielle. Mais là, autre sujet cher à ton cœur. Et je suis vraiment heureuse que tu m'aies proposé cette thématique-là parce que c'est vrai qu'on connaît tous évidemment l'OMS, qu'on soit spécialiste ou non en santé. Mais je pense qu'il y a un certain flottement sur la valeur normative et la portée de ces textes, voir comment ils s'intègrent de manière contraignante ou non, bien non contraignante dans les législations nationales. Donc, je pense que c'était un sujet très précieux aujourd'hui que tu nous as proposé. Deux petits mots peut-être juste sur l'histoire de l'OMS et de sa construction. Je vous rappelle que c'est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 1948 et qui est une agence de l'Organisation des Nations Unies spécialisée sur les questions de santé mondiale, qui a son siège en Suisse à Genève. Et je ne sais pas si tu comptais faire un topo historique, non. Vous rappelez que l'origine de l'OMS a été très progressive, puisqu'au départ, c'était plutôt des traités, des accords entre pays pour lutter contre les différentes épidémies auxquelles les pays pouvaient être confrontés. Et puis en 1907 a été créé l'Office international d'hygiène publique, auquel succédera en 1923, à la faveur de la terrible grippe espagnole, le comité d'hygiène de ce qu'on appelait alors la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. On peut donc considérer que c'est ce comité d'hygiène qui est l'ancêtre de l'OMS. Et puis, durant la Seconde Guerre mondiale, un rapprochement s'est opéré avec une autre organisation internationale en santé qui a été fondée par les États-Unis. Et c'est donc à l'occasion de ce rapprochement entre cette organisation qui était au départ le comité d'hygiène plutôt porté par l'Europe en fait, et l'Organisation internationale des États-Unis qui a permis la création de l'OMS aujourd'hui. OMS compte aujourd'hui 194 signataires, et dont l'un des objectifs, et le premier, est d'élever le niveau de santé de la population mondiale, mais avec la particularité, contrairement à l'origine, au départ, c'était un engagement des seuls États signataires d'élever ce niveau de santé. Là, l'idée, c'est que l'OMS travaille y compris auprès des États qui ne sont pas signataires.
Donc, l'idée d'avoir des politiques qui aillent au-delà des seuls États qui se sont engagés dans le cadre de cette organisation. Reste à savoir quelle est la portée des différents textes élaborés par l'OMS. Et c'est là que mon intervention s'arrête pour donner la parole à la spécialiste. Avant peut-être de te céder complètement la parole, je donne quelques précisions d'ordre technique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. C'est l'horaire annoncé pour la fin de cet entretien. J'ai oublié de te poser la question de savoir si tu voulais des questions plutôt à la fin ou si tu prenais également des questions en cours d'exposé. En cours, ça me va, je suis habituée, mais voilà. les deux. Les deux. Donc, on va pouvoir avoir un temps privilégié à la fin, mais n'hésitez pas à rebondir, interroger Catherine lors de son intervention. N'hésitez pas à le faire en ligne également. Vous pouvez le faire par le biais du chat, mais vous pouvez aussi lever la main et poser oralement la question si ça vous semble plus simple. Je précise donc que l'enregistrement, on enregistre pour ensuite remettre à disposition cet enregistrement sur le site de l'Institut Droit et Santé. Donc, ça permettra à tous ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui de pouvoir entendre le contenu. Et Catherine Régis a également eu la gentillesse d'accepter de mettre à disposition sa présentation PowerPoint que vous retrouverez également dans quelques temps donc, sur le site de l'Institut Droit et Santé. Voilà, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole et donc je te la cède en te remerciant encore une nouvelle fois sincèrement de ta venue et de ta disponibilité aujourd'hui et je nous souhaite à tous de bons échanges. Alors, bonsoir tout d'abord. Merci beaucoup pour l'invitation. Là, les dièses à côté de moi, non, je vais regarder l'écran. Voilà. Donc, alors, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Puis, je vous remercie beaucoup pour l'accueil, particulièrement Lydia, mais l'Institut Droit et Santé, avec, comme le mentionnait ma collègue, je collabore depuis de nombreuses années. Alors, c'est toujours un plaisir de poursuivre. Et d'ailleurs, je vais vous présenter en fait un projet de recherche qui émane d'une idée que j'ai entendue à l'occasion d'un séminaire que nous organisons plusieurs universités, dont l'IDS et l'Université de Montréal et d'autres collègues de la Suisse et de la Belgique, où, pour vous donner l'origine du projet, en fait, il y avait un étudiant au doctorat qui maintenant a terminé, qui s'appelle Florian Kassler, qui est associé chez vous, qui travaillait sur l'action normative de l'OMS dans le cadre de sa thèse. Et une des questions que je lui avais posées à l'occasion du séminaire où il présentait, c'était est-ce qu'on a des données empiriques qui nous permettent de comprendre vraiment l'empreinte de l'OMS? Alors, on a les normes qui sont édictées à cette échelle, mais ensuite, est-ce qu'on sait si elles ont un réel impact dans le droit des pays? Et puis, Florian m'avait dit à l'époque, non, en fait, on a très peu de données. Il y en a quelques-unes, mais surtout regroupées dans le sud global. Aussi imparfaite que l'expression peut être, je dis, mais bon, bref. Alors, première lumière, si je peux dire, qui s'est allumée, où je me suis dit que ça serait intéressant de creuser cette question. Je pense qu'il fallait être un peu naïf pour penser que ça se ferait aisément. C'est un projet qui dure depuis maintenant 4 ans. J'ai obtenu différents financements et j'ai obtenu des financements avant le début de la pandémie. Alors, c'est intriguant parce qu'après, alors que chez nous, du moins, on parlait relativement peu de l'Organisation mondiale de la santé, après la pandémie, je pense qu'il fallait avoir habité sur une autre planète pour ne pas avoir entendu parler de l'organisation. Mais bref, alors le sujet est devenu d'autant plus pertinent. Et ensuite, lors d'un séjour à l'Organisation mondiale de la santé, je discutais avec les gens du contentieux et on m'expliquait qu'une des demandes accrues des États, ça fait déjà quelques années, c'était ce besoin de comprendre si le travail qu'ils effectuaient, ça prend beaucoup de ressources humaines, mais aussi financières, pour s'investir dans l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que ça donnait quelque chose en pratique? Donc, on voyait quand même un fil conducteur d'un besoin de comprendre l'impact d'une organisation comme celle de l'OMS. Ensuite, Florian Kassler et moi-même, on a tenté un projet pilote pour voir si la méthode qu'on avait en tête pour évaluer l'empreinte normative de l'OMS pouvait fonctionner. Ça a été publié, on a fait le cas canadien et France, mais vraiment sur une période assez limitée. Mais ce projet pilote-là, combiné aux 2 autres éléments que je vous ai mentionnés, m'a vraiment amené dans
le souhait, avec les moyens financiers obtenus, vous voyez les financeurs en bas, de vraiment conduire un projet d'envergure, je dirais, sur le leadership normatif de l'OMS, comprendre l'influence de l'Organisation mondiale de la santé. Et de manière assez intrigante, parce qu'on collabore aussi avec l'OMS, évidemment, comme chercheurs, on garde une distance, mais on sait quand même des partenaires. L'expression leadership normatif est très peu connue, très peu utilisée. C'est quelque chose qu'on avait choisi nous-mêmes de définir puis de bien ancrer dans notre projet. Mais l'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel il y a à peu près quelques semaines, en fait, pour son bulletin, un appel à contribution sur le leadership normatif de l'OMS. Donc, on voit qu'il y a du chemin qui a été fait, puis ça devient effectivement un concept là, à développer. Pour répondre à ta question, Lydia, les noms qui sont sur la première diapo que vous voyez, c'est l'équipe de recherche à l'Université de Montréal. Et c'est des spécialistes de différents domaines. Il y en a 3 qui sont quand même en droit. Puis Jean-Louis Denis est un professeur en santé publique, un spécialiste des organisations. C'est vraiment un projet interdisciplinaire. J'ai aussi une chercheuse doctorale qui est très impliquée, Gaëlle Foucault. Et là, je vais partir avec l'explication de ce projet, puis des résultats quand même préliminaires que nous avons. C'est quand même assez avancé, mais gardez en tête que j'ai un style canadien. Alors, des fois, il y a des diapos en anglais aussi parce que le projet est surtout en anglais, puis je ne voulais pas traduire de manière erronée certaines expressions, mais moi, je vais vous les expliquer en français. Alors, voilà. Et là, c'est évidemment que le PowerPoint ne marche pas. OK, voici ce que je vais faire avec vous. Vous parler des objectifs du projet de recherche plus spécifiquement. Ensuite, la méthodologie qui combine méthodologie qualitative et quantitative. Et j'ajouterai à cet égard qu'il y a un nouveau mouvement en droit pour tout ce qui est recherche, ou du moins, je ne sais pas si c'est présent en France et en Europe, mais en Amérique du Nord, il y a une demande pour combiner les études empiriques avec le droit. Alors, ça s'inscrit quand même dans cette tendance qui est peut-être peu fréquente ailleurs. Donc, je vais vous expliquer comment on a procédé. Ensuite, je vais vous parler de notre cadre théorique. C'est important d'avoir un cadre théorique pour bien camper finalement l'objectif du projet et comment on va l'utiliser, l'employer. Et ensuite, je vais donner des données concrètes qui résultent de ce cadre théorique et la conclusion sur quelques éléments qu'on a retenus pour qui nous permettent de mieux comprendre en fait le leadership normatif de l'OMS et les prochaines étapes. Et là, on pourra faire le lien, il y a des experts dans la salle, sur le nouveau traité de la pandémie. Gardez en tête, parce que l'OMS veut proposer un nouveau traité, c'est vraiment en cours, et gardez en tête, à la lumière de la recherche qui est effectuée ici, comment ça nous aide pour la suite des choses, notamment pour comprendre l'impact que peut avoir ce traité. Alors, voilà. Tout d'abord, les objectifs, et quoi de mieux qu'une métaphore de hockey pour bien représenter le Canada à cet égard-là. Alors, on a 4 objectifs dans ce projet, comme je dis, qui dure depuis de nombreuses années. En fait, 4, là, on ne va pas dramatiser. Tout d'abord, le premier, c'était d'évaluer comment le droit des États membres intègre la production normative de l'OMS. Et là, par production normative, on inclut les normes contraignantes et non contraignantes. On se base beaucoup sur la définition de l'OMS, de son action normative. On va en parler un petit peu plus tard. Et là, on veut le faire, on veut évaluer d'un point de vue qualitatif, quantitatif. Hein, ce n'est pas juste de théoriser, mais d'essayer de comprendre concrètement quelles données nous permettent d'avoir des informations additionnelles à cet égard-là. Deuxième objectif, c'était de répondre à un manque de données dans ce secteur. Alors, je l'ai mentionné quand même en introduction. On a surtout des données pour comprendre l'impact des normes de l'OMS qui sont... On n'en a pas beaucoup, puis celles qu'on a sont souvent liées à de l'auto-évaluation. Donc, les États vont eux-mêmes s'évaluer, dire voici ce que j'ai fait, voici l'impact dans mon droit interne. Puis ça a été quand même critiqué à quelques reprises pour le manque de qualité et d'objectivité jusqu'à un certain point de ces données. Hein, si les États n'ont pas nécessairement intérêt à mal paraître là, lorsqu'ils font état de ce suivi. Et puis, comme je le mentionnais aussi, les données qu'on a étaient surtout dans certaines régions là, du globe, mais très peu dans le nord global, en fait.
Ensuite, on voulait développer des nouvelles connaissances, justement empiriques et théoriques. Sur les organisations internationales, on se disait, on va vraiment axer notre recherche sur l'OMS, mais on pense que les données qu'on va aller chercher vont nous permettre de mieux comprendre aussi plus généralement comment fonctionnent les organisations internationales. Donc, on pense pouvoir faire les deux, même si le projet est surtout sur l'OMS. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est mettre des recommandations pour améliorer les stratégies normatives pour appuyer les efforts de gouvernance mondiale de la santé. Et je dois vous dire que l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'ai commencé ce projet n'est pas le même que celui où je suis aujourd'hui. Donc, ça, c'est toujours la beauté de la recherche. Hein. On découvre des choses, notre pensée évolue. Mais alors que j'étais très convaincue de l'importance de la gouvernance mondiale, la santé et puis du rôle de l'OMS au début du projet, maintenant, je pense que c'est variable. L'OMS a un terrain d'action qui est beaucoup plus fertile lorsqu'il y a une interdépendance forte des États pour certains enjeux de santé, mais peut-être moins dans d'autres secteurs. Donc, je pense que c'est plus à géométrie variable. Alors, pour vous donner une idée, encore une fois, de l'ampleur du projet, on a différents partenaires. Là, je vous ai parlé de l'équipe à l'Université de Montréal qui est comme un peu le cœur, mais après ça, on a des partenaires dans différents pays parce qu'on a des cas d'études qui nous permettent d'alimenter nos connaissances générales. Et là, on en a aux États-Unis, on en a au Costa Rica, on en a en France, en Suisse, on en a en Israël et puis en Nouvelle-Zélande. Il me semble qu'il manque un... Bon, bref. Alors, voilà. Ensuite, la méthodologie, comment, si vous essayez de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui se dit comment je peux évaluer l'empreinte normative, l'influence, l'impact de l'OMS en droit interne, faut vraiment se mettre dans un état d'esprit où on se dit, c'est quoi le design, si je puis dire, la modélisation de la recherche, c'est quoi ma meilleure stratégie pour y parvenir? Et là, on a très peu de modèles. Donc, on a vraiment créé une méthodologie qui nous permettait le plus possible, hein, sachant que c'est tellement complexe, que c'est un casse-tête énorme, que nécessairement notre vue serait partielle. On essaie d'avoir quand même la vue la plus complète. On a défini 4 étapes de recherche sur le plan méthodologique pour nous aider à répondre à notre grande question. Tout d'abord, on a fait la première étape, c'était pour établir notre cadre théorique qui allait guider, là, finalement, qui allait être notre loupe pour le restant du projet. On a fait une recherche dans la littérature, puis là, on a choisi 4 corpus disciplinaires distincts. On a le droit international de la santé, on a la gouvernance multiniveau et puis, j'oublie l'autre, mais bon, peu importe. Alors, on a cherché de manière systématique dans ces 4 corpus disciplinaires, voir qu'est-ce qu'on savait déjà sur l'influence normative des organisations internationales et idéalement de l'OMS. Donc, on faisait les deux parce qu'à l'époque, il y avait, et même encore aujourd'hui, très peu de littérature sur ce sujet. Alors, on regardait ça, puis plus particulièrement, on essayait de comprendre les facteurs, et là, encore une fois, dans une perspective interdisciplinaire, donc les facteurs, ils peuvent être économiques, politiques et autres, là, sociaux, qui vont vraiment avoir un rôle sur cette trajectoire normative. Est-ce que c'est des facteurs économiques qui vont faire que ça atterrit ou pas? Ça va être des facteurs politiques, donc, puis on essayait de les comprendre au maximum. Cette première étape, qui a même été assez longue parce qu'on le faisait de manière très systématique, nous a permis d'établir un premier cadre théorique. Et là, ce qu'on a réalisé, c'est que ce processus d'atterrissage des normes de l'OMS, en fait, est un cycle de vie. Hein. C'est plus en cycle que sur une trajectoire plus horizontale. Là, je vais en parler dans un instant. Alors, ça, c'est notre cadre de départ. Et après ça, on est allé avec une méthode empirique pour alimenter ce cycle de vie-là, nous donner des données plus précises pour compléter la théorie, compléter ce qu'on avait dans la littérature. Puis je vais tout vous illustrer ça, faites-vous-en pas si vous ne me suivez pas complètement pour le moment, c'est normal. Alors, voilà, on avait donc, puis c'est vraiment une étape mène à l'autre, mène à la troisième, chacune se complémente et ça va à la quatrième. Ce n'est pas une ou l'autre, c'est en boîte. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recherché dans le droit interne de différents pays, on appelle ça des cas à l'étude, on avait 7 pays. On voulait voir quel genre de citations dans le droit interne, on a choisi les lois, les règlements et la jurisprudence, comment ce droit-là interne citait l'OMS, quel instrument, dans quel contexte, qui l'invoquait.
Alors, ça, c'était une première démarche. Ça nous a pris près de 2 ans à réaliser. C'est colossal, juste d'avoir accès aux banques de données. Il y avait 4 langues différentes. Hein. En Suisse, j'avais oublié qu'il y avait plusieurs langues. Bon, mais on a trouvé. Donc, on avait même en hébreu. Alors, c'était vraiment colossal. Puis, en fait, aussi garder en tête que la façon de citer le droit, la façon que les tribunaux, par exemple, sont mobilisés, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, au Canada, on peut avoir les décisions des tribunaux de 100 pages, ce qui arrive évidemment pas en France ou ailleurs. Donc, c'était, oui, c'est la common law qui s'était fait. Alors, voilà. Alors, on a regardé, ça c'est plus quantitatif, je vous dirais, même si on a une grille d'analyse validée par nos experts internationaux et aussi qui s'appuie sur le projet pilote, comme je vous ai parlé au départ, Canada-France. On a développé une grille d'analyse qui nous permet de bien catégoriser et on a un logiciel là, in vivo, évidemment, qui nous permet de rentrer toutes les données. Ensuite, on a complété, on s'est dit, il y a des choses qu'on n'arrive pas à aller chercher avec la première et la deuxième étape. On va faire des entrevues semi-structurées. Et là, on a non seulement eu des entrevues avec des experts de ces questions-là, notamment dans les ministères de la Santé, il y avait dans les organisations internationales, il y avait des gens du secteur de la justice aussi. Et donc, des experts dans les pays et ensuite des experts internationaux. Donc, des experts notamment à l'OMS, mais des gens aussi qui ont une expertise vraiment sur ce processus d'intégration ou en droit international de la santé. Alors, on a réalisé 44 entrevues. Le contenu est extrêmement riche. Donc, voyez, on a rajouté une couche. Et l'objectif ultime, mais c'est là où on est rendu, alors ça va falloir ça va être la prochaine année, c'est qu'on va faire une analyse, en fait, comparée non seulement de nos cas d'études et de toutes les entrevues pour raffiner notre cadre théorique initial, pour vraiment avoir le meilleur modèle possible de compréhension de la norme, du transfert de la norme de l'OMS au droit interne. Donc, ça va être développé spécifiquement pour l'OMS. Est-ce que c'est clair? Oui, OK. Ensuite, pour vous donner une idée de l'ampleur de la baisse, si je puis dire, alors, au départ, là, vous allez voir qu'on a dû faire l'échantillonnage. Quand vous avez les pays qu'on a étudiés pour l'étape 2, la collecte de données en droit interne dans les banques de données juridiques officielles et fiables, on a colligé 41 175 documents. C'est absolument impossible humainement d'analyser autant de références. Alors, on a dû trouver une façon d'échantillonner. Ça, on a fait affaire avec des statisticiens. Bon, c'est un processus très complexe. Et finalement, on a gardé près de 5000 documents qu'on analyse. Et ultimement, dans ces documents-là, c'est à peu près un peu moins de 9000 références à l'OMS qu'on a étudiées. Donc, c'est vraiment quand, dans les textes, ça peut revenir plus qu'une fois, finalement, on réfère à l'OMS, un instrument, à l'organisation comme tel. Et on les a les textes que vous avez utilisés, c'est forcément ces lois, ces règlements, décrets, vous êtes descendu jusqu'où circulaire? Non, on a vraiment limité, parce que ça aussi, c'est une bonne question, mais il fallait absolument qu'on puisse comparer les 7 pays sur les mêmes bases. Donc, qu'est-ce qui ne revenait pas entre les autres pays? On les a éliminés de notre... Donc, on a un bassin comparable. Mais effectivement, ça, c'est éliminé. Sauf que c'était suffisant pour avoir une compréhension, je dirais, relativement générale de l'OMS à travers ces différents pays-là. Alors, 44 entrevues ont été réalisées. Là, je ne sais pas pourquoi les chiffres n'apparaissent pas, mais un petit peu plus de... Attendez. Ici, on le voit, là, les experts nationaux sont un petit peu moins représentés que les experts internationaux, mais c'est quand même assez... je ne sais pas, j'avais aussi... Attendez, excuse-moi, Lydia. Ici, vous voyez, en fait, la quantité d'instruments, de documents analysés selon les pays. Alors, de manière assez intéressante, le Costa Rica, oui. Puis, on a demandé à nos experts du Costa Rica. Puis, en fait, c'est la Cour en plus constitutionnelle qui cite le plus fréquemment. C'est par milliers par année. Pour une Canadienne, c'était incompréhensible. Notre cours sort absolument pas ce niveau de quantité de données. Puis, on nous a expliqué en la blague qu'il y avait beaucoup d'avocats au Costa Rica, mais je pense qu'on en a beaucoup, nous autres aussi. Mais aussi, c'est qu'il y a un recours direct
des citoyens du Costa Rica à la Cour constitutionnelle, donc la Cour suprême, c'est ça que je voulais dire. Alors, voilà, de là l'importance d'être accompagné dans un projet comme ça avec des experts internationaux qui nous permettent de comprendre, en fait, d'interpréter les résultats. Maintenant, le cas théorique, et là, je vais essayer de... Là, je vous ai dit finalement, notre point de départ, et que là, on essayait d'alimenter avec des données, c'était de comprendre justement comment les normes voyagent du niveau international au droit des pays. Puis là, on a réalisé que c'est un cycle. Et ce cycle-là, c'est là qu'on va tomber dans l'anglais, c'est basé sur différentes phases qui sont tout d'abord la création de la norme, deuxièmement, la diffusion de la norme, troisièmement, diffusion, la compliance, donc l'adhésion. Ensuite, il va y avoir le cycle de l'enforcement, donc s'assurer du respect de la norme. Et ensuite, ce qu'on appelle le feedback, donc la rétroaction sur ce cycle-là, qu'est-ce qu'on sait, puis comment elle retourne finalement, est-ce qu'elle a besoin d'être changée, etc. Alors, je ne m'étendrai pas énormément là-dessus, mais juste rappelez-vous qu'on s'est appuyé sur la littérature. Et là, ces différents cycles-là nous donnent, en fait, ces différentes phases du cycle de la norme. Dans la littérature, on avait plus de compréhension justement sur qu'est-ce qu'elle voulait dire. Par exemple, je vais juste en cibler quelques-uns, la phase de création de la norme, quand on essaie de comprendre les facteurs qui vont influencer, on sait qu'il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Donc, certains sont liés à la norme elle-même, un processus de création d'une norme contraignante, par exemple, versus non contraignante. Ce n'est pas du tout la même exigence de création. Il y a aussi la nature de la norme. Est-ce qu'elle est plus de nature scientifique? Elle est plus juridique, hein? Elle donne les normes juridiques pour influencer les politiques publiques, ou elle est plus, ce n'est pas une distinction parfaite, là, ou plus scientifique, elle vise à donner des directives techniques, par exemple, à la communauté scientifique. Et ça, aussi, les facteurs exogènes, donc le processus d'adoption d'une norme, est-ce qui a été consulté, quel acteur, est-ce que c'était plus avec consensus ou non? Tous ces facteurs-là vont jouer sur la capacité de créer une norme à l'OMS. Et les organisations internationales là, plus généralement. Ensuite, si je prends le compliance, que je pense que je traduis un peu de manière maladroite en français comme adhésion. Alors ça, entre autres, l'autorité, justement, encore une fois, la puissance normative de la norme, c'est-à-dire contraignante, pas contraignante, a priori, peut être un facteur qui va faire que les États vont adhérer plus ou moins à celle-ci, mais aussi, il y a des facteurs comme la loyauté ou ce qu'on appelle le contexte collectif, et ça revenait, c'était intéressant dans nos entrevues, je vais revenir un peu plus tard, mais les gens disaient, ben si les autres États le font, par exemple, je vais le faire, sinon j'ai l'air de quoi? Donc, il y a différents facteurs qui vont jouer sur l'intérêt d'un État de suivre les normes de l'OMS. C'est vraiment juste loin d'être question d'autorité légale. Ensuite, c'est ça, le feedback. Peut-être on est moins habitué à celui-là, mais il y a certaines théories qui disent, en fait, les normes évoluent avec tout ce processus-là et on a de la rétroaction une par une. On peut les isoler puis comprendre vraiment le cycle. D'autres théories disent non, il y a vraiment une interaction entre, des fois, les contextes de crise, entre les interactions entre les normes elles-mêmes. Et donc, c'est beaucoup plus dynamique que vraiment un processus isolé de l'évolution d'une norme. C'est très théorique, là, mais on va venir avec des exemples un peu plus tard. Alors, juste pour vous donner où on en est, sur quoi on s'est appuyé vraiment pour développer nos données empiriques. Et là, pour vous donner quelques exemples associés à chacune de ces phases du cycle de la norme, hein, qui nous explique l'empreinte normative de l'OMS et son leadership. Quelques exemples de données qu'on a récoltées. On a des données de la phase 2, donc recherche dans les banques de données juridiques, comme je vous disais, les citations, puis ensuite la phase 3 qui était les entrevues avec les experts. Donc, on combine les deux. Ce qu'on voit, c'est qu'en droit interne, par exemple, les outils, puis là, je l'ai pour la France, je pourrais vous le donner à la fin, mais là, c'est tout regroupé avec nos différents pays, mais les normes les plus souvent citées en droit interne,
dans la banque de données, puis les experts, vous l'avez en vert dans les banques de données, puis un expert en orange. En fait, on voit que l'ICD, c'est... je ne sais pas c'est quoi en français. J'oublie. En tout cas, bref, alors voilà, c'est le plus cité, ça va me revenir, je vais revenir dans un instant. Ensuite, la déclaration de pandémie comme telle a été aussi, revenait beaucoup dans les banques de données, donc dans le droit interne. Et ensuite, les experts, ce qui nous citait comme étant les instruments, le plus souvent, ce qu'ils nous ont cité comme instrument qui était une bonne illustration de l'influence de l'OMS, c'était la Convention cadre, là, je le vois en français, je peux faire la traduction, Convention cadre sur la lutte anti-tabac et aussi le règlement sanitaire international. Donc, pour eux, c'était ce qui était le plus fréquent. Et ce qui nous citait aussi comme vraiment un modèle de succès comme tel, c'était la Convention cadre, les lignes directrices sur le VIH et les autres que vous voyez. Ensuite, encore une fois, d'autres types de données qu'on a obtenues sur la distinction entre les normes contraignantes et non contraignantes. On est toujours dans la création de la norme, même si des données vont pouvoir se retrouver ailleurs. Alors, et là, vous avez la définition de contraignant, non contraignant, qui est tirée d'un article justement entre Florian Kassler et moi-même. Alors, ce qu'on voit dans la phase 2, dans le droit interne, c'est que les normes quand même contraignantes sont plus souvent citées en droit interne et même si ce n'est pas exclusivement les normes de contraignantes, il y a les deux, mais c'est celles qui reviennent le plus souvent. Puis aussi, les experts, quand ils nous citaient des normes de l'OMS qui étaient des exemples pour eux, des cas pratiques avec lesquels ils avaient interagi, puis des exemples de succès, ils nous parlaient aussi plus fréquemment des normes qui sont contraignantes. Par contre, ça, c'est peut-être une tension qui va être intéressante à creuser, voir est-ce que c'est en opposition ou non. Lorsqu'on disait, mais spécifiquement, on leur posait la question, est-ce que la nature contraignante ou non de la norme, finalement, est un facteur important d'adhésion des États? En général, ils rejetaient cette idée. Puis ils disaient, et la littérature le fait aussi. On considère que les normes contraignantes peuvent au moins être aussi influentes que les normes contraignantes. Donc, plus souvent citées, mais quand on leur demande pour la question de l'influence, les experts vont nous dire non, les normes non contraignantes peuvent être aussi influentes. Puis, on a un extrait d'entrevue, là, on dit « But I think we agree », ça veut dire, je vais le traduire en fait, je pense que nous sommes d'accord que le droit souple et les droits non contraignants peut vraiment contribuer à changer les comportements des acteurs tout aussi, ou des États tout aussi facilement, tout aussi bien, puis des fois encore mieux que le droit contraignant. Alors, voilà. Je vois que là, j'essaie de voir le temps. OK. Ensuite, quand on essaie encore de comprendre l'impact du contenu, la formulation de la norme comme telle, qui était un des facteurs dans la création, ce qu'on voit, c'est que on s'est posé la question, est-ce que quand le droit interne cite l'OMS, les instruments de l'OMS, est-ce qu'ils reproduisent le contenu précis de la norme de l'OMS? Et là, on voit que c'est très variable. La reproduction du contenu comme tel, le texto, est plus forte, par exemple, en Suisse. En France, j'essaie de voir, c'est un peu moins. On réfère plus à la norme de l'OMS sans vraiment référer au contenu de la norme comme telle. Puis, on voit que ça peut varier. On voit quand même que la majorité des États en phase 2 attachent une importance au contenu de la norme comme telle de l'OMS. Je pense que je pourrais arrêter là pour ça. Voilà. Oh, attendez, je prenais une photo, je vous la mets, ça va. OK. Aussi, quand on a questionné les experts sur, encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contenu de la langue, comment ça va influencer, ça va influer finalement sur le comportement des acteurs du droit interne. On disait que la qualité scientifique de la norme, sa pertinence sur le plan scientifique, vraiment un respect du contenu, si je puis dire, là, a été reconnue comme étant un facteur clé d'adhésion des États, cette légitimité scientifique, si je puis dire. Puis, ils ont aussi mentionné d'autres caractéristiques liées au contenu de la norme qui vont agir comme des incitatifs pour la respecter. Ils parlaient
des facteurs globaux, j'en ai mentionné quelques-uns, de coopération, des facteurs opérationnels, une espèce de consensus sur le contenu. Puis aussi, certains mentionnaient des obstacles qui peuvent être d'autres natures, plus politiques ou culturelles, la nature sensible ou non du contenu à des sujets qui, certains États vont être beaucoup plus réticents à traiter, reproduction, santé reproductive, par exemple. Le contexte politique, bon, d'autres facteurs comme ça vont vraiment jouer sur le fait qu'on va avoir intérêt ou pas à suivre la norme. Puis là, vous avez 2 extraits d'entrevue. Vous avez plus que tout, encore une fois, basé sur mon expérience, il y a moins de limites pitfalls, je ne sais pas si je le traduis bien, là, mais de limites dans tout ce qui est sujet technique. Alors, l'OMS est plus forte dans cette zone-là. Ensuite, l'autre entrevue, je pense qu'en général, quand l'OMS quand même sort des normes, que ce soit une ligne directive sur la prévention des infections, le contrôle, il manque quelque chose dans la phrase, c'est de la citation texto. Aussi sur la résistance aux antimicrobiens ou quelque chose de plus opérationnel, quand même, les États vont regarder. Alors, ce que nous disait la personne, c'est quand même, il y a une légitimité qui fait que systématiquement, quand l'OMS sort quelque chose, il va y avoir quand même un intérêt à regarder ça. Ça, c'était intéressant pour la suite des choses. Là, la deuxième étape, on est rendu dans le processus de diffusion. Comment, une fois qu'on a la norme, là, quand on est à l'OMS, on a produit notre norme avec les États, évidemment. Après, on la lance là, dans l'univers, dans l'espace, et comment elle voyage. Puis là, on posait notre protocole d'entrevue, on posait des questions comme comment vous entendez parler des normes de l'OMS, comment vous arrivez à les suivre, c'est quoi votre moyen privilégié de communiquer avec l'OMS ou de suivre l'information. Donc, c'est ce type de conversation qu'on avait. Et là aussi, dans la phase 2, qui est en vert, on avait des informations qui nous permettaient de comprendre un peu plus cette étape. Et là, on voit en fait les acteurs qui vont mobiliser la norme. Hein? C'est qui va, par exemple, devant les tribunaux, invoquer la norme de l'OMS. Et là, on voit que c'est variable, mais ça va être, par exemple, en bleu, vous avez, lorsque c'est le tribunal lui-même qui va citer la norme de l'OMS, hein, qui va dire, ben moi, je rends ma décision puis je me réfère à l'OMS pour telle chose. Ensuite, vous avez en vert, lorsque c'est des individus, ça peut être des particuliers, bon, peu importe qui vont l'invoquer. Par exemple, je l'ai vu, moi, dans des cas de demande de garde d'enfants. On évoquait le code sur l'allaitement pour demander, par exemple, une garde de 2 ans automatique à la mère. Alors, c'est un exemple, mais c'est le particulier qui l'invoque. Puis là, vous avez d'autres, vous avez les compagnies, bon. C'est très impressionnant de voir le nombre de demandes par les individus, parce que ça montre bien que la norme, elle descend quand même. Oui, le niveau de granularité. C'est sûr que des fois, il y a l'intermédiaire de l'avocat qui va puiser dans le... Oui, c'est pour ça que de juste regarder avec uniquement si l'État a signé le traité, par exemple, c'est tellement une vision limitée de comment les normes voyagent de l'OMS. On voit là, que les tribunaux, avec la voix justement des individus, ça fait... Pardon, une question, tous les États, là, j'avais la question depuis tout à l'heure, sont tous des signataires? Oui. Oui, voilà. Oui. Vous n'avez jamais essayé de voir avec un non-signataire? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Très peu. Donc, voilà. Ensuite, on a, encore une fois, avec les entrevues, vous savez qu'on regarde toujours les deux. Et là, ce que les gens nous disaient, c'était intéressant. Ils nous disaient, il y a d'autres facteurs qui vont influencer sur, c'est pas juste, on a une bonne ligne de communication, mais des fois, il y a du lobbying industriel. Certains acteurs industriels pharmaceutiques, alimentaires, qui vont s'opposer à une diffusion le plus possible. Ils vont jouer dans le canal de communication sur la norme. Des fois, ça fait leur affaire, des fois moins. Il y a aussi la compétition institutionnelle. Puis là, vous avez la citation en dessous là, qui est intéressante. Governments where they feel like they aren't getting their way in the WHO will seek out alternative avenues. C'est-à-dire que les États, quand ils n'arrivent pas à faire adopter les normes qu'ils veulent, vont trouver une autre façon d'adopter les normes qui font leur affaire. Et donc, c'est une espèce de compétition institutionnelle. Ensuite, la société civile est un acteur qui peut vraiment faciliter la diffusion de l'information. Hein. La société civile, avec des organisations, n'est pas très bien structurée. On a fait des entrevues avec certaines d'elles.
vont vraiment être des gens qui vont demander des comptes, demander à l'État comment ils vont faire le suivi de tel nombre de l'OMS, etc. Alors, c'est juste pour vous donner un exemple. Il y a des questions de réseau aussi, bon, des acteurs sur le milieu, mais c'est hyper fascinant de voir la complexité. Ensuite, sur la troisième étape, qui est la norm compliance, l'adhésion, on voit quand même, là, je vais peut-être passer le petit graphique à gauche, mais juste pour vous rappeler que quand même, l'OMS garde une certaine légitimité, puis le fait que ça soit une espèce d'étiquette OMS va quand même, en général, susciter un intérêt vers l'adhésion, en général. Mais là, avec toutes les limites que je vous ai mentionnées, puis là, on a des extraits. Le premier, les pays vont regarder ces normes parce qu'elles viennent de l'OMS. Quand l'OMS sort des normes, on a tendance à avoir confiance dans celles-ci. Donc, ils bénéficient d'un capital de légitimité qui, honnêtement, quand on a vu les débuts de la pandémie, puis je dirais quand même quelques mois après, on n'était plus sûr si l'OMS, elle était vivement critiquée par des acteurs quand même assez puissants et vocaux là, sur la scène internationale. On se demandait où était le baromètre de légitimité de l'organisation. Et pour différentes raisons, puis je vais en reparler à la fin aussi, dire que l'OMS a perdu son influence, ce n'est pas ce que les données nous indiquent pour l'instant, pas du tout. On nous a parlé aussi dans ce qui va faire qu'on va suivre les normes de l'OMS, il y a quand même des enjeux de capacité des États. Puis là, il y a une différence entre les pays du Nord global et du Sud global. Puis là, vous avez des citations intéressantes. Certains disent, bon, dans les pays de l'Amérique latine, on voit souvent qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour s'assurer de l'implantation de normes. Hein, ça coûte quelque chose. Souvent, changer les pratiques, respecter les critères de proportion de vaccins ou peu importe. Là, je dis n'importe quoi, là, mais ça demande de l'argent. Donc, on voit des fois que, puis je l'ai entendu dans les entrevues aussi, on me disait, s'il y a plusieurs normes de l'OMS, nous, comme on n'a pas beaucoup de moyens, on va choisir celle pour laquelle on a le plus d'appui, on a des moyens. On va faire un tri parce qu'on n'est pas capable de toutes les mettre en œuvre. Donc, la question des capacités est vraiment importante. Aussi, on mentionne que l'OMS a vraiment un rôle important dans fournir finalement ce support technique puis politique pour aider les États qui ont plus de besoins de l'aide de l'OMS. Je dirais, il y a vraiment une différence là, entre ceux qui ont déjà des systèmes très efficaces. Aussi, la possibilité, possibly some of the low-income countries are a little bit more looking. Aussi, ça c'est intéressant, c'est revenu à quelques reprises. On disait que comme les États à plus faible revenu ont moins de capacité, ils ont comme une relation plus directe avec les normes de l'OMS. Il y a moins de transfert, médiation avec les instances qui existent déjà. Est-ce que c'est compatible avec notre droit? Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose avec ça? Alors que les pays à plus faible revenu vont quasiment l'intégrer directement, n'ayant pas les institutions, je dirais, juridiques qui peuvent faire une espèce de tampon entre les deux. Quatrième norme, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, il y a beaucoup de contenu, j'en suis bien consciente, mais bon, bref. Ensuite, tout ce qui est assurer le respect de la norme, là, on rentre plus dans les moyens de forcer jusqu'à un certain point. On n'avait pas d'informations dans la phase 2, on n'était pas capable d'aller chercher ça, mais la phase 3 nous donne plus d'explications. Ce qu'on réalise, c'est que les éléments qui ont le plus d'impact pour assurer le respect, c'est d'avoir des outils de ce qu'on appelle monitoring, là, de suivi, de surveillance de l'application de la norme, les obligations de faire rapport si on la suit, les obligations d'évaluer, les moyens d'évaluation aussi que l'OMS se donne. Donc, puis gardez en tête, là, on parle aussi de l'OMS, la capacité de former les gens, les éduquer finalement sur ces différentes normes. Et donc, gardez en tête que si on a une norme avec un OMS très faible sur ces éléments-là, qu'il n'y a pas de moyen de surveiller, pas de moyen d'assurer un suivi des normes, pas de moyen de former, même si c'est en lien avec les États, finalement, les différents acteurs qui prennent la norme, ça va avoir très peu d'impact. Donc, on ne peut pas juste avoir une norme et espérer se croiser les doigts pour que ça atterrisse. Ça vient vraiment avec ces différentes stratégies.
Puis là, vous avez une citation juste en dessous. Je vous laisse la lire, mais ce qui est quand même drôle, c'est qu'on mentionne quand même que c'est assez primitif, et ça, c'est revenu à quelques reprises, les outils, les moyens de l'OMS de surveiller ces normes-là et de les compiler et de faire état aux autres États. Là. Des fois, ce qu'on appelle les sunshine methods, hein, qui vont mettre en relief les bons puis les mauvais états sur certaines choses, sont très rudimentaires encore. Alors, je ne dis pas sur tout, mais ça a été mentionné que ce n'était pas quand même toujours top. Ensuite, les éléments qui ont le moins d'impact, mais en même temps, sont moins existants avec l'OMS, ça fait très logique. C'est tout ce qui est mécanisme punitif, hein, les États, punir un État qui ne respecte pas une norme, moins d'influence, mais comme je le mentionnais, il n'y en a pas vraiment très peu pour l'OMS, en tout cas. Aussi, les incitatifs, d'avoir un incitatif positif et tout le concept de responsabilité, soyez responsable, etc. Ce n'est pas des choses qui vont avoir un énorme impact. Ensuite, et là, je finis sur cette phase, tout ce qui est le feedback. Donc, une fois que la norme a suivi ce cycle-là, on est rendu un peu évaluer qu'est-ce que ça donne, puis la remodifier aux besoins. Ce qu'on a réalisé, ça, c'est très cohérent avec la littérature. Donc, nos données vont aussi dans ce sens-là, c'est que les contextes de crise vont vraiment avoir une influence sur la mobilisation de la norme, comment elle est utilisée, est-ce qu'elle est rejetée, comment elle doit évoluer. Donc, puis on a eu un contexte vraiment très parlant avec la pandémie. Là, ça nous a donné, on a pu voir, puis là, vous voyez sur le graphique, en fait, on voit que quand même la référence aux normes de l'OMS évolue dans le temps d'une manière assez stable. Là, vous avez un pic évidemment en 2019, là, sans surprise, qui est le contexte qui est le moment de la pandémie. Donc, les contextes de crise vont vraiment jouer finalement sur cet aspect de rétroaction, si je peux dire. Puis là, vous avez des citations. When we have large outbreaks or pandemics, that cause a relooking at the existing tools. Ça va nous donner un moment de réévaluer finalement cette norme-là. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'on doit la changer? Puis de là, l'émergence du traité sur les pandémies, hein, on a réalisé qu'on n'était pas assez outillés finalement pour faire face. Alors, ça crée un besoin de remodifier la norme. C'est assez impressionnant de voir en fait que tous les pays n'ont pas réagi de la même manière au COVID. Oui. Parce que tu as le Canada qui a eu une augmentation, un pic, alors que d'autres, c'est resté assez plat en fait. C'est assez surprenant. Ils augmentent, mais le Canada vraiment, effectivement. Puis on s'est posé la question, mais là, on n'est pas encore rendu à faire tous ces liens-là. Hein, ça va être la dernière étape, mais le premier ministre, Justin Trudeau, s'est beaucoup appuyé sur l'OMS, était très vocal dans le début de la pandémie. On va suivre ce que l'OMS dit. Il a cité la déclaration de la pandémie. Est-ce que comment je pourrais dire, cet appui politique fort fait qu'après, c'est une hypothèse, mais à voir. OK. Aussi, là, d'autres éléments, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais on mentionne entre autres que des fois, l'OMS est lente à intégrer des nouvelles données, des nouvelles évidences, là, des nouvelles données probantes pour changer. Et ça, c'est des commentaires qu'on avait. Hein, c'est probablement que l'OMS, sachant que c'est à l'échelle globale, s'assure vraiment de vérifier, mais ça crée des fois une distorsion entre ce que les États ont besoin, une norme scientifique à jour, versus eux qui sont capables d'avoir avec leurs experts internes. Donc, une demande pour être plus capable de se mobiliser davantage en temps de crise puis d'être plus rapide, c'est un des critères. Et là, ce qui est intéressant, j'espère que le reste l'était aussi, mais vous vous rappelez, je vous dit au départ, on est parti d'un cadre théorique sur la littérature, puis là, on complète avec des données empiriques. Et là, un premier constat qu'on fait, parce que notre dernière étape, ça va être de revisiter ce cadre-là, puis le rendre très appliqué à l'OMS sur la base de données empiriques. Là, ce qu'on a réalisé, c'est que probablement que ce cycle de la norme-là, si tu l'adaptes à l'OMS, mais peut-être qu'on peut faire des liens avec les autres organisations internationales, c'est qu'il y a une phase préliminaire à la création de la norme qui est extrêmement importante. Et ça va parler aux gens en politique de la santé, en politique publique. C'est toute la phase de mise à l'agenda de la norme. Donc là, on nous disait, c'est une phase extrêmement importante à l'OMS où il y a des négociations entre États, il y a des alliances entre États, il y a des priorités qui vont se jouer économiques et tout ça pour s'assurer qu'on mette ça à l'agenda pour qu'on adopte une norme.
Donc, c'est une phase antérieure qui va influer sur la création de la norme qu'il faut ajouter à notre cycle de vie de la norme. Et là, c'est intéressant les citations. La première, j'ai vu l'importance of putting in that way, c'est difficile de ne pas traduire instantanément, là, mais je vais le lire, après je vais le traduire en français. I saw the importance of putting in that may encounter the topics in the agenda for countries to submit because, again, WHO is owned by the countries. So it's how they shape the agenda. So vraiment, toute cette dynamique entre États avant que l'OMS s'en empare est importante. Et la deuxième est intéressante aussi. Within WHO, it is more equitable because of one country, one vote. Hein? C'est le système de l'OMS. Chaque État peut voter un vote. Donc, en principe, on dit que c'est équitable. Mais la citation, ce qu'elle continue de dire, et je pense que vous avez abordé ce sujet-là quand je vous ai écouté un petit peu avant qu'on commence, mais ce qu'on a vu dans les 20 dernières années, c'est une espèce de chiffre dans le financement de l'OMS où les contributions dédiées versus les contributions au financement général de l'OMS, qui fait qu'on est en train d'influer davantage sur le type de normes au profit des fois des intérêts des pays du Nord. Ils vont donner plus de contributions sur des sujets spécifiques. Et là, l'OMS devient liée un peu par cet agenda-là versus est-ce que c'est l'OMS qui gère même son budget de fonctionnement, le choix finalement des normes qu'elle veut développer. Ça a quand même eu... Puis on est encore dans l'agenda setting, là, dans la mise à l'agenda, ça a une influence importante. Alors, vous serez heureux d'apprendre que je suis à la conclusion. Alors, les éléments clés, puis comme je vous dis, on est loin d'avoir terminé là, toutes nos analyses, là, on est de combiner le tout. Peut-être avant ta conclusion, oui. Il y a Françoise Bloch qui lève la main. Est-ce que vous voulez poser la question? Est-ce que vous voulez poser la question maintenant ou est-ce que vous attendez la conclusion, Françoise? Non, je voudrais juste faire une intervention sur la dernière. Attendez, hop, c'est moi. Vous entendez? Attends. Voilà. Je voudrais juste faire une intervention sur le dernier point que Catherine Régis a abordé sur le financement de l'OMS. Oui. Oui, alors c'est quand même très important. Ce ne sont pas les États en fait, qui financent l'OMS. 80% du budget de l'OMS est désormais par le privé, et en particulier par la Fondation Bill Gates. Je veux dire, donc, je trouve que c'est extrêmement important. Le financement de l'OMS est complètement inversé depuis une vingtaine d'années. C'était juste une précision, je veux dire, qui est quand même très importante. Voilà. C'est moi qui oui. Attends, vas-y. OK. Puis ce qui m'amène quand même à ce point-là ce qui est quand même important, puis là, il y a un tableau là, sur le changement des contributions à l'OMS, vous pouvez le consulter assez facilement, là. Mais ce qui m'amène aussi au constat, et ça, on l'a entendu beaucoup, et c'est cohérent avec la littérature également dans les entrevues, c'est que alors que l'OMS, surtout dans ce qu'on pense à l'état de sa création, même les années qui ont suivi, était dans une logique où les États étaient vraiment le principal intervenant en santé mondiale, qui avait de l'influence entre eux, là, les relations interétatiques, avec les années qui ont suivi, là, justement, l'intervention d'acteurs privés qui ont des fois encore plus d'argent et plus, je dirais pas plus d'influence, mais qui ont certainement une influence importante en santé mondiale. On pense à la Fondation Gates, mais il y en a plein d'autres, les compagnies pharmaceutiques, etc. C'est là qu'on s'est dit, il y a comme une perte de centralité automatique du rôle de l'État dans cet univers-là. On est vraiment dans un univers où l'OMS est un acteur et l'OMS, c'est les États, c'est eux autres qui alimentent l'OMS, notamment sur le plan des décisions. Et après ça, c'est qu'on réalise, c'est qu'elle évolue avec des acteurs plus sur une manière horizontale, finalement, qui ont de l'influence aussi. Et elle doit jouer avec ces nouveaux acteurs-là, justement, ces fondations privées et autres. Ça change quand même
la vision et le rôle et l'impact de l'OMS. Ça demande des capacités d'adaptation. Dans le choix des sujets que tu évoquais dans l'agenda, on imagine qu'un lobby pharmaceutique va mettre la pression pour que telle norme sorte en priorité. Enfin, c'est évident, j'ai l'impression que les financements jouent. C'est sûr qu'ils jouent. Je sais que l'OMS, puis là, je n'irai pas dans le détail parce que je ne les connais pas, mais quand même des normes sur la gestion des conflits d'intérêts, puis qui peut venir. On me regarde, non. Oui, il y en a. Il y en a que si c'est ça, entendons-nous là-dessus. là-dessus. Parce que moi, je ne pas. Pour moi, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y a aucun instrument qui prévoit la lutte contre la corruption au sein de l'OMS. Alors, on nous dit dans la salle qu'il n'y aurait pas d'instrument, je crois qu'on m'entend, qu'il n'y aurait pas d'instrument effectivement de déclaration de lien d'intérêt, et on nous répond de Monique Maison qui dit qu'il existe des fiches de déclaration d'intérêt pour tout expert, y compris pour une seule réunion. Mais les experts ne sont peut-être pas les États. Voilà, c'est pas pareil en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas pareil. Mais voilà, parce qu'ils nous en ont parlé de ça, qui peut se présenter dans l'Assemblée mondiale, tu sais, par exemple, où ils vont prendre une décision. Il y a quand même un processus. Alors, voilà. Dans les conclusions, les éléments clés, les prochaines étapes. Donc, tout d'abord, ce qu'on a réalisé, puis une chance, parce que franchement, c'était quand même, on aurait été un peu très érasique après toutes ces années. Les données empiriques ne donnent rien de nouveau, mais ils nous donnent des éléments nouveaux comparativement à la littérature. Ça permet vraiment d'enrichir. Ensuite, ce qu'on a réalisé, puis il y en a d'autres conclusions, quand je vous dis, on est plus au stade préliminaire, mais c'est que le cycle de vie de la norme peut varier selon la région géographique. On l'a vu avec aussi imparfaite que la distinction ou l'appellation soit le sud global versus le nord global. Il y a aussi des bureaux régionaux qui sont très actifs et qui vont avoir un rôle important là, à cet égard. Puis une question sur ces bureaux régionaux, est-ce qu'ils sont bien répartis? Moi, je ne connais pas assez le fonctionnement. C'est par région, oui. Mais une bonne répartition dans tous les États du monde, ou est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une influence qui viendrait d'une mauvaise répartition des bureaux? Est-ce que vous avez vu ça? C'est une bonne question. C'est jamais sorti comme élément, genre... il y a vraiment une région qui est sous-représentée dans ça. Je ne l'ai jamais eu comme commentaire, mais c'est une hypothèse, j'imagine. D'autres recherches à... Oui. Puis, c'est une question aussi qu'on s'est posée. Jusqu'à quel point, sachant que ça revenait fréquemment, puis on était à Georgetown University il y a 3 semaines, je pense, puis on parlait un peu de ce projet-là, c'est quand même un partenaire avec nous. Puis on se disait jusqu'à quel point c'est acceptant que l'OMS joue un rôle différent pour le nord global puis le sud global. Est-ce que c'est correct que cette organisation-là ait un rôle différent, beaucoup plus immédiat, une influence directe, par exemple, pour les pays du sud, beaucoup plus en capacitant, puis pour le pays du nord, c'est plus en fait un répertoire de normes ou une influence d'expertise. Bon. Puis, de manière assez spontanée, puis je vous dis, on n'a pas fait un sondage officiel, mais les gens qui venaient de plusieurs pays auxquels on parlait nous ont dit « Oui, c'est correct. L'OMS n'a pas besoin d'être l'institution qui a un rôle pareil pour tout le monde. Elle peut vraiment s'adapter en fonction des besoins. Donc, ça, c'est une question que je soumets à votre attention, mais que je trouve intéressante. Puis, si vous vous rappelez le commentaire que j'ai fait sur mon état d'esprit au départ à l'OMS, j'avais vraiment une vision un peu théorique et naïve. Tu sais, justement, une organisation, ça l'atterrit, c'est merveilleux, on en veut plus. Puis j'ai réalisé comme au fur et à mesure que ça évoluait, bien, dans le fond, son action est peut-être plus pertinente dans certains secteurs, pas nécessairement tout ce qui est santé mondiale en général. Et là, on ajoute une dimension aussi. Est-ce qu'elle peut avoir des rôles distincts dépendamment de la capacité des États? Donc, je trouve que c'est un filon riche là, pour la réflexion. Les mécanismes informels d'adhésion, compliance, à la norme peuvent avoir parfois plus d'influence que les mécanismes formels, donc il ne faut pas les enlever. Là. On dit souvent, effacement, que l'OMS a plus de moyens punitifs, mais ça ne serait pas la solution à tous nos problèmes. Il faut vraiment bien capitaliser sur les mécanismes d'influence informels, puis de mieux les développer aussi. Justement, moi, c'était une question quand tu disais que les éléments qui ne jouaient pas trop, c'était justement l'absence le fait qu'il n'y ait pas de sanctions.
Comment est-ce qu'on peut se dire que… Sanctions formelles. Et les sanctions informelles, Genre ça serait quoi, alors? poursuite devant informelle? Oui. Ben, est-ce que je dis un peu les Sunshine Methods, par exemple? C'est-à-dire que ce qu'on appelle les Sunshine Methods, c'est que, évidemment, les États, dans le fond, font état de leur progrès, ou tu peux avoir un bilan, la France, sur quoi elle était bonne, sur quoi elle n'était pas bonne. Puis normalement, ça met en lumière les mauvais. C'est l'image, en fait. Oui, c'est la réputation d'un État. Et certains États, quand on faisait l'entrevue, nous le disaient, tu sais, c'est quand même un enjeu, là. Nous, on ne peut pas avoir de l'air. Bon. Donc, des fois, quand la norme est moins légitime, et je pense qu'il peut y avoir plus de variations, mais les États n'aiment pas trop avoir l'air. Donc, c'est un exemple. L'OMS qui met la lumière sur un mauvais c'est mauvais étudiant. D'accord. Ensuite, puis ça, comme je vous disais, toute la question de la légitimité institutionnelle et d'expertise de l'OMS, les données ne permettent pas de dire qu'elle n'est plus là. Hein. L'OMS demeure une organisation importante, une organisation qui a la légitimité, peut-être que sa légitimité est plus forte dans certains secteurs. Quand je dis, je pense que c'est plus à géométrie variable, cette réponse-là. Et comment on l'a su, entre autres, c'est que quand on faisait nos entrevues, on avait des gens critiques quand même de l'OMS, on avait de tout, là. Et puis, la dernière question d'entrevue, qui était celle qu'on aimait le plus, on disait, si l'OMS devait disparaître demain matin, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Puis les gens, leur réaction était, même les gens critiques disaient, ah, non, mais non, non. C'était vraiment, on dit, OK, non, elle ne peut pas disparaître. On peut l'améliorer. Peut-être qu'elle ne devrait pas jouer tout ce qui est santé, mais se concentrer sur certaines choses. Mais tout le monde a dit vraiment, là, avec un sentier fort, ce n'est pas une organisation qui devrait disparaître. Donc, on n'a pas besoin de jeter l'OMS à terre. On peut certainement l'améliorer. Je pense qu'elle a un souhait aussi de le mentionner là, notamment avec son directeur général, d'améliorer tout ce qui est reddition de comptes, puis justement cette mouvance de démontrer là, qu'elle a une pertinence et qu'elle s'améliore. Alors, voilà, vous avez des exemples de publications qu'on a rédigées en lien avec ce projet-là. On a fait un autre aussi, un petit aparté qui était vraiment sur, dans le temps de la pandémie, c'est comme une fenêtre un petit peu là, très précise du projet, mais qui ne suivait pas cette logique-là directement, où on analysait sur le port du masque et sur la gestion des frontières, différents pays. Est-ce qu'ils avaient été effectivement des gens qui suivaient les recommandations de l'OMS ou pas? Ça, c'est une autre méthodologie. On avait d'autres États. On avait la Chine, la France, le Brésil, le Canada, les États-Unis. Deux qui étaient une réputation d'être des bons suiveurs de l'OMS, puis d'autres plus récalcitrants, puis quelqu'un qui était relativement dans le milieu, comme la France. Et puis, ce on voulait voir, on entendait beaucoup de gens dire « personne ne suit les recommandations de l'OMS sur les frontières, les pays font ce qu'ils veulent », puis on se dit « on va sortir des anecdotes de ce que le président Trump disait ou d'autres acteurs comme ça disaient pour voir sur le terrain avec des facteurs de convergence et de divergence ». On a développé une autre méthodologie et encore une fois, ça appuyait ce constat que les gens sont relativement convergents avec l'OMS, mais que les phénomènes de convergence sont liées des fois à une norme en particulier, à une interprétation de la norme. Elle peut évoluer dans le temps. Des fois, l'État est convergent, puis ils décident de plus l'être. C'est vraiment pas un facteur, tu ouvres une fenêtre à un moment donné, c'est quelque chose qui évolue dans le temps puis qui dépend de plusieurs choses. Donc, des fois, les États sont très convergents sur 4 aspects de la norme. Quand on la divise, il y a des critères, mais 2, non. Alors, c'est vraiment des phénomènes complexes. Puis tant qu'on ne réalise pas ça, qu'on ne reconnaît pas que c'est un phénomène complexe, tout ce qui est adhésion aux normes internationales, je pense qu'on n'arrive pas à débloquer le plein potentiel. Alors, voilà. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour le traité? Avec la lumière de toutes ces informations-là, je serais bien heureuse de vous entendre. Alors, voilà. Merci. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges, de communiqués entre eux en ligne sur les problématiques de financement et de légitimité. Est-ce qu'on est légitime lorsqu'on est financé à 80% par le privé? Si certains veulent reprendre la parole sur ce sujet ou sur d'autres, et puis peut-être priorité à ceux qu'on fait le déplacement. Si vous avez des questions? Alors, elle peut élaborer de l'intervention du France. Oui, oui. En cas de non-respect. Oui. Une question de conséquences dans le
Il y aura quelque chose de spécifique, je vous l'ai dit, en conséquence, en cas de non-respect du CRD. Alors, je relais la question pour que ça soit entendu. Effectivement, le fait que l'OMS élabore un certain nombre de normes, qu'est-ce qui se passe en cas de non-respect? Quelles peuvent être les réactions? Mais c'est une des critiques qui est adressée à l'OMS, entre autres, par exemple, les États qui ne suivent pas, pensons à une recommandation qui émane du règlement sanitaire international, par exemple pour le voyagement, les États peuvent ne pas suivre, mais doivent informer l'OMS de ça et de la raison, par exemple. Okay, si je paraphrase bien, là. Et donc, ils ont le droit, mais il faut qu'ils fassent ça. Ça, c'est leur obligation d'informer l'OMS. Et le taux était en dessous des 50%. Je pense que c'était 30. Là. Puis là, honnêtement, je ne m'en rappelle plus le chiffre exactement, de gens qui n'avaient pas suivi la norme OMS par rapport à ça, puis les frontières, puis l'avaient pas, et n'en avaient pas informé l'OMS. Donc, la majorité ne suivent pas dans ce cas-ci, dans ce cas précisément. Puis là, il n'y a pas vraiment de sanctions, il n'y a pas de tribunal international de l'OMS. C'est une critique qui est faite à l'OMS, mais si on garde en tête la logique du droit international aussi, c'est que normalement, les États ensuite doivent intégrer dans leur droit interne, qui vient la dernière force normative d'assurer le respect. Ils ont l'obligation, une fois qu'ils ont adhéré à la norme de l'OMS, de l'intégrer dans leur droit interne, mais là, il y a la poignée. Mais l'OMS comme institution, elle n'a pas très peu. Peu. Mais pour l'instant, il y a quelques normes qui sont contraignantes. Hein. Très peu, c'est la minorité. C'est pour ça qu'elles sont pas suivies. Pour l'instant, il y en a très peu qui sont contraignantes. Hein. Mais même s'il y en avait peu contraignantes, s'il n'y a pas de sanctions, une obligation. Mais aujourd'hui, il y a peu de sanctions, mais il y a aussi très peu de normes contraignantes. Mais parce qu'on sait qu'on n'a pas d'outils pour les sanctionner en cas de non-respect. Donc, quelque part, est-ce que... Enfin, je veux dire, la question doit être limitée aux normes contraignantes. Il n'est pas question de sanctionner des normes non contraignantes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la majorité des normes de l'OMS sont non contraignantes. Mais celles qui sont contraignantes, effectivement, a priori pour l'instant, ne sont pas assorties de sanctions spécifiques. Mais je pense que l'OMS, en fait, perdrait son crédit à faire trop de normes contraignantes, sachant que derrière, il ne se passe rien si on ne les respecte pas. Enfin, c'est juste une remarque de novice, là. C'est justement un peu enfin, à mon sens, c'est un peu le sens des recherches que vous avez menées. Puisque l'idée, c'est de savoir comment améliorer, enfin, si j'ai bien noté, hein, un des axes de vos recherches, c'était améliorer la leadership. Améliorer la stratégie normative. Donc, c'est aussi la question sous-jacente, c'est de savoir qu'il faut plus ou moins de normes contraignantes. A priori, on s'achemine vers plus de normes contraignantes. Donc, j'ai été intéressée de savoir quelles étaient vos recommandations à cet égard. Est-ce que vous préconisez plus ou moins de normes contraignantes dans les conclusions de vos recherches? C'est encore tôt. Comme je vous dis, il faut vraiment qu'on analyse toutes ces données-là. Je ne pense pas qu'on va s'en... Puis, ça revient encore une fois à la vision, puis là, on le voyait avec les pays du Nord versus les pays du Sud, du rôle de l'OMS. Je pense que une demande qu'on entendait, puis là, avec les cas d'études qu'on avait, c'est que l'OMS est comme un espèce de repository, comment on dirait ça en français, un notaire, un consignataire des meilleures pratiques en santé mondiale, par exemple. Et là, les États, ça, c'est la demande plus des États du Nord. Nous, on va prendre ce qui fait notre affaire là-dedans, puis il n'y a pas une demande pour développer plus d'outils contraignants qui va nous forcer, nous, les États. Okay. Peut-être que ça serait, il va y avoir des visions différentes, là, mais puis vraiment, à l'étape 2, on l'a vu, il y a quand même des normes, les experts l'ont dit, il y a quand même des normes non contraignantes qui sont très influentes, qui sont citées par les experts, qui ont des impacts en pratique importants. Donc, est-ce que c'est vraiment ça la bonne distinction à mettre de l'avant entre les normes contraignantes, non contraignantes? Est-ce que ce n'est pas plus dans les outils, comme je disais, garder sa pertinence, prévoir une adaptation variable en fonction des états, des besoins, avoir plus d'outils de surveillance pour bien comprendre ce que les États font, c'est quoi leurs besoins, pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer une norme. Est-ce qu'on est plus dans cette logique, je dirais, d'encapacitation que de punitif? C'est encore tôt, mais mon hypothèse ne serait pas rajouter plus d'outils contraignants, d'outils punitifs, d'outils pour forcer.
À cet égard, il y a quand même un sujet, une question qui se pose et que vous n'avez pas évoquée. Excusez-moi, hein, je pose mes questions. Est-ce qu'on entend les questions qui sont posées dans la salle ou est-ce qu'il faut que je relaie? Il y a une question qui se pose là, justement, au niveau de tout ça. Et vous n'avez pas du tout évoqué le sujet, et ça m'a un peu étonné sur les facteurs. C'est par exemple les autres traités internationaux ou bipartites ou multilatéraux auxquels les États peuvent être membres et qui ne seraient pas conformes aux normes qui seraient posées par l'OMS. Ça me semble quand même être un sujet. Est-ce que vous voulez élaborer, donner un exemple? Vous voulez que je donne un exemple? Dans le traité pandémie qui est en discussion, on donne à l'OMS des pouvoirs d'imposer des mesures de santé publique directement dans les États, puisque les États s'obligent à respecter les recommandations, enfin, qui sont des directives qui deviennent contraignantes de l'OMS dans ce cadre-là. On peut avoir des mesures qui seraient prises par l'OMS qui seraient contraires à certaines lois internes ou à certains accords, par exemple des accords européens, sur la protection du consentement, par exemple. J'imagine, puisque le traité pandémie n'est pas encore mis en vigueur, mais admettons que le directeur général de l'OMS, qui aura tous les pouvoirs, impose une vaccination forcée pour rester dans le cadre de la pandémie qu'on a eue. Ce serait contraire à certains traités européens ou droits internes européens. Du coup, quid? Que se passe-t-il? Il ne s'est absolument pas sorti dans aucune de nos... personne n'a évoqué cette possibilité-là. Ça, c'est de ces normes de l'OMS avec tous les droits internes et traités européens et autres de chaque pays, c'est quand même un sujet majeur concernant l'influence du droit de l'OMS sur les droits internes. La chose qui est revenue, puis moi je parle des données, hein, c'est vraiment ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir à plus large échelle. Ce n'est pas encore définitive. Oui. Et du coup, mais ça, c'est pas ressorti dans les... Juste pour que vous sachiez, c'est pas ressorti dans les données. Il faut que ce soit pas ressorti parce que la cohérence des différentes strates de normes, c'est quand même la base pour nos juristes. C'est de savoir quelle est la norme qui va s'appliquer quand on a des normes différentes et qui sont incohérentes. Mais ça, c'est théorique, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'un empirique pour ça. Là. On est capable de faire le chemin d'une analyse juridique pour voir le conflit de normes, ce qui n'était pas le but de ce projet-là, nécessairement. Là. OK. Excusez-moi, j'ai 3 questions. On n'entend pas le débat. Est-ce que vous entendez, là, si je tends l'ordinateur? Je peux le tenir si vous voulez. Je crois que ça va faire. Alors, attends, je le tiens pour qu'on entende. Première question, où est-ce qu'on aura accès à où est-ce qu'on pourra avoir accès à vos recommandations quand vous aurez terminé votre... Oui, oui, mais ça va être publié, c'est sûr. Puis nous, on a une obligation de publier en libre accès au Canada, dans les fonds. Donc, tout va être disponible. D'accord. Puis, on va avoir un autre séminaire. En principe, on devrait aller présenter ça aussi à l'OMS. Bon, bref. Puis, donc, il va y avoir plein de façons de diffuser, mais tout va être en libre accès. Donc, vous allez voir. Okay. Parfait. Deuxième question. Vous n'avez pas été très loin sur justement vos recommandations pour améliorer les stratégies normatives à ce stade. Ouais. Est-ce que vous pensez que la lutte contre la désinformation peut faire partie des recommandations que vous pourriez mettre en avant ou pas? Tu as des informations sur le rôle de l'OMS ou... Sur les recommandations de l'OMS. Il y a tout un volet du travail de l'OMS, enfin, des réflexions sur l'OMS actuellement qui sont de dire qu'il faut que l'OMS devienne un organe de lutte contre la désinformation en matière de santé. Ah, OK. Est-ce que du coup, ça vous parle ou est-ce que vous pensez que ça excède le rôle de l'OMS? Je pense vraiment que ça serait quelque chose d'autre complètement que ce que je vais faire dans ce projet-là. Là. De redéfinir un rôle pas basé sur les données probantes. Là, Mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on devrait lui donner... Elle est quand même déjà un rôle assez large. C'est un de ses défis, l'OMS. On peut rajouter la désinformation. Puis plus de gens luttent contre la désinformation, mieux c'est. Mais c'est très spécifique comme recommandation. Ce n'est pas nécessairement le fil de notre recherche. Mais pourquoi pas? Si alors, vous... je trouve que c'est quand même important de se poser la question parce que vous savez qu'on tend à élargir beaucoup les pouvoirs de l'OMS. Aujourd'hui, c'était la santé, mais maintenant, tout devient de la santé. Tout est la santé, c'est ça. Et donc, quand on rentre sur des projets One Health, une seule santé, ou sur des projets santé pour la paix,
où on considère que l'OMS doit être partie prenante parce que la paix, c'est la santé, parce que l'alimentation, c'est la santé, parce que la protection de l'environnement, c'est la santé, etc., etc. L'agriculture aussi. Mais ça, c'est intéressant, puis j'aimerais savoir votre point de vue là-dessus, mais c'est un défi de l'OMS. Il y en a une qui est dédiée à la santé, une organisation internationale, c'est l'OMS. Donc, dès que ça touche à ça de près ou de loin, on lui demande de se prononcer, mais en même temps, elle n'a pas les moyens, c'est pas une organisation riche, là, puis elle n'a pas les moyens d'être, puis elle a différentes fonctions, en fait, du travail humanitaire, elle fait du travail plus scientifique, je peux dire, puis du travail normatif, là, vraiment. Fait que, considérant ce parapluie-là, puis c'était un des commentaires qu'on avait, peut-être que l'OMS, si elle veut rester crédible, il faut qu'elle réduise son champ d'action. Puis peut-être que là où sa zone of genius, on dirait sa zone de génie, c'est vraiment, puis là, on peut débattre de ça, là, on peut ne pas être d'accord, puis je comprendrais aussi. Les gens disaient, elle devrait se concentrer sur les aspects où il y a une interdépendance forte des États. C'est, par exemple, justement, les pandémies, c'est un sujet évident. La gouvernance mondiale est essentielle pour ça. Quand c'est moins pertinent que ce soit une gouvernance mondiale, mais c'est plus des aspirations, hein, qu'on veut améliorer la santé sur la planète de différentes façons, mais il n'y a pas d'interdépendance. Certains disaient, peut-être qu'elle devrait délaisser ça, sachant qu'elle n'est pas capable de tout faire. Donc, ça, c'est une réflexion, puis je n'ai pas pris de décision, mais puis comme je dis, on suit le fil des données probantes, là, c'est vraiment ça notre... Mais c'est des questions intéressantes, justement. Est-ce qu'on en fait juste en rajouter ou on la met très forte? Bon dans tout ou excellent dans rien, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose non plus. Alors, est-ce qu'on lui donne une zone vraiment forte d'action? Ça fera partie pour... Il faut qu'on y réfléchisse. Oui, mais on a tellement de données à analyser, mais oui. Oui, ça, je pense vraiment que ça va être... j'ai une hypothèse à ce stade-ci, mais oui, ça va faire partie des recommandations. Je me fais le relais d'une question qui est posée en ligne. En gros, si je résume, l'OMS a été critiquée dans sa gestion de la pandémie Covid-19. Est-ce que ça aurait été de nature à discréditer l'OMS? Est-ce que vous avez senti ça dans les échanges, dans le cadre de vos interviews? Oui, c'est une super question. J'adore cette question. Puis ça répond directement au deuxième projet de recherche qui est, comme je disais, la petite fenêtre pandémie qu'on a ouverte dans le cadre du grand projet, mais qui suit une méthodologie différente. C'est exactement la question que l'on s'est posée. On s'est dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais à l'époque, en tout cas moi comme Canadienne, là, il y avait le président Trump américain qui disait c'est de la boîte, c'était peut-être pire que ça, là, comment il disait ça, on va sortir, les États-Unis de l'OMS. Bon, on avait des critiques, il y avait Bolsonaro aussi au Brésil. Puis là, je me suis dit, est-ce que vraiment, encore une fois, hein, est-ce que ces discours-là politiques, et il y avait, je voyais même des articles publiés par des chercheurs qui disaient « plus personne suit les recommandations de l'OMS », quand je vous disais, je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment enlever le bruit, là, toutes les anecdotes, puis creuser pour voir qu'est-ce que nous dit vraiment les données? Est-ce que c'est vrai que les gens, finalement, n'accordent plus de poids dans le contexte de la pandémie, là, où c'était critiqué malgré là, les attaques frontales que subissait l'organisation? Est-ce que c'est vrai que les données nous disent que les États ne suivent pas? Puis quand je vous ai dit, ce qui était vraiment intéressant dans ce projet-là, puis ça, il est publié l'article à la Revue belge de droit international, il est en libre accès, ça a été publié la semaine passée, donc vous pourrez voir le tout. Mais on a pris les deux grandes décisions, là, les deux grands éléments sur lesquels l'OMS était critiqué. Il y avait le port du masque et il y avait la gestion des frontières. Et ce n'est pas ce que les données montrent. Puis au contraire, le Brésil était un des plus adhérents, je ne m'en rappelle plus auquel, là, le masque. Donc, des fois aussi, c'est que ce qu'on entend, puis versus, il y a tout le réseau, il y a par exemple la voix politique et les anecdotes. Après, il y a le réseau des experts, les santé publiques des différents pays qui, eux, continuent de les suivre, les normes de l'OMS. Pas parce que le président dit que c'est... Il y a comme un travail de longue haleine, de reconnaissance, puis de travail. Ça, on l'a eu comme information. Les experts de l'OMS travaillent beaucoup avec les experts nationaux, puis des fois, c'est comme ça que les réseaux se bâtissent, puis que l'information transite aussi. Donc, il faut faire une distinction entre
des grandes affirmations très politiques, puis la réalité aussi, tout comment je pourrais dire, le tissu des gens qui vont suivre l'OMS peut être différent. Je ne dis pas que c'est le même pour tout, mais puis notre conclusion de cet article-là, c'était qu'on n'a pas de... Puis comme les gens qu'on disait, est-ce qu'on fait disparaître l'OMS, dans ce projet-ci que je vous ai parlé, les gens disaient, non, elle demeure crédible. Donc, oui, elle a été sûrement affaiblie sur certaines choses, comme elle l'a été sur à peu près toutes ces gestions de pandémie là, et d'épidémie, mais elle demeure une institution importante qui est reconnue. Mais elle peut faire mieux. Est-ce que certains veulent prendre la parole pour poser une question? Parce que vous avez beaucoup échangé en ligne. J'ai du mal à me faire le relais de toutes les remarques qui ont été faites. Est-ce que certaines personnes veulent réagir? Il y avait Françoise Bloch tout à l'heure qui avait levé la main. Vous l'avez laissé. Est-ce que je pense que Françoise Bloch? Je vais fermer mon micro, non? Allez-y, François. Je veux bien intervenir, mais c'était surtout par rapport aux traités internationaux dont je m'attendais d'ailleurs qu'il serait question, puisqu'on est avec des juristes. Donc, pendant la pandémie, l'OMS s'est assis totalement sur 2 traités internationaux extrêmement importants, les protocoles d'Oviedo et le traité de Nuremberg. Donc, je trouve que quand même, d'un point de vue juridique, on devrait pouvoir s'interroger, pas simplement sur le consentement éclairé, mais sur justement la manière dont l'OMS, et je tiens à préciser que pour moi l'OMS est la vitrine, je veux dire, de ce que j'appelle les élites mondialistes. Ce n'est pas du tout un organisme indépendant. D'ailleurs, elle est aussi, elle collabore avec 2 autres agences de l'ONU, qui est l'OMPI et l'OMC. Donc, en fait, elle est sous la coupelle de ses financeurs, et ça, c'est extrêmement important de comprendre le financement de l'OMS depuis une vingtaine d'années. Mais en fait, néanmoins, elle s'est assise sur 2 traités importants, qui sont les protocoles d'Oviedo et le traité de Nuremberg. Et j'aimerais avoir votre avis de juriste là-dessus. Merci beaucoup. OK, attends, est-ce que peut-être tu peux... Coupe ton son. Attends, je vais OK. C'est ton son. Là, dans la... OK. Juste pour être... est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Premièrement, là, on a peut-être une vision culturelle différente, mais comme je vous ai mentionné au début, un juriste peut parler d'autre chose que de l'interprétation d'un traité. Hein. Ça, c'est bien important. On est capable d'interpréter les faits sociaux et c'est ça qu'on peut développer des normes appropriées, donc la droit prospectif qu'on appelle chez nous. Ceci dit, vous savez que ces 2 traités-là ne sont pas les traités de l'OMS hein, qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé. Là. Je vous assure qu'on... On est bien d'accord, ce sont des traités internationaux qui sont aussi des normes. OK, parfait. Donc, je ne sais pas quel rôle vous attendez que l'OMS joue particulièrement. Sachant tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous auriez voulu quoi? Que l'OMS demande que ces traités-là, même si ces traités soient respectés. J'ai de la misère à comprendre ce que vous attendez, en fait. C'est tout simplement qu'elle s'est assise dessus. Elle s'est assise sur les 2 traités qui protègent la santé et les droits des humains. C'est tout. Voilà. Je veux dire. Alors, c'est une conviction personnelle. Non, ce n'est pas une conception, c'est pas une considération personnelle. Pas du tout. J'ai écrit un texte là-dessus. J'ai mis la référence. Moi, j'avais une question sur le fait de savoir est-ce que les textes étaient mieux appliqués dans des pays, en Europe par exemple. En Europe, on a aussi notre réglementation, on a des textes qui concernent la santé. Est-ce que le fait que l'Europe ait sa propre réglementation est de nature à bloquer plutôt des textes qui nous viennent de l'OMS
ou est-ce qu'au contraire, ça crée un relais d'intégration? Est-ce que vous avez pu raisonner sur le rôle de l'Europe dans tout ça? Le rôle de l'Europe, il est moins frais à mon esprit parce qu'en plus, on est différents chercheurs, puis certains ont pris l'Europe. Moi, je me suis concentrée plus sur l'Amérique du Nord, mais je me rappelle d'un commentaire intéressant des États-Unis. Ça, c'est... puis peut-être qu'il y a des... Dans le fond, on pourra voir s'il y a des liens à faire, mais ce qu'on disait, justement, est-ce que vous allez suivre les normes de l'OMS? On discutait avec différents experts aux États-Unis, et ce qu'ils nous disaient, c'est que en général, oui, OK, parce que, puis là, le contexte américain est particulièrement intéressant, parce que normalement, quand il y a une norme qui nous intéresse dans l'OMS, c'est qu'on s'est assuré qu'elle était cohérente avec notre droit interne au début, qu'elle faisait notre affaire, puis qu'on s'est arrangé pour qu'elle soit mise à l'agenda cohérente avec notre... Donc, ça revient encore à ce processus de mise à l'agenda où on disait, c'est rare on va s'intéresser à une norme, finalement, qui est déjà cohérente avec ce qu'on veut faire dans notre droit interne. Ce qui, encore, si on pousse le raisonnement plus loin, nous amène, encore une fois, à questionner la pertinence de l'OMS jusqu'à un certain point, si elle se fait le relais de certaines normes qui existent déjà ou si elle veut vraiment changer certaines normes pour les rendre plus cohérentes à l'échelle globale ou pour répondre plus à des intérêts globaux. Ça ne répond pas totalement à ta question parce que le contexte européen, c'est moins celui que j'ai regardé. On va combiner toutes nos expertises, mais je me rappelle de cette réflexion-là sur les États-Unis, puis je me demande s'il n'y a pas des parallèles à faire avec le contexte européen. Est-ce qu'il y a un relais avant que ça soit adopté, que les pays qui ont de l'influence vont s'arranger pour que ça soit cohérent déjà avec ça? Ça permet de boucler, on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on revient encore à la problématique de l'influence. L'influence des financeurs, l'influence des pays sur la problématique d'agenda que tu évoquais. Donc, on est d'accord. Je pense que le point commun à tous les échanges qu'on aura eu ce soir, c'est ces problématiques d'influence. Et nous allons devoir arrêter là les échanges. Merci. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci pour ton intervention, Catherine. Merci votre présence en ligne ou en présentiel. Et donc, je vous invite à retrouver tout le support de Catherine parce qu'il y avait des schémas et des chiffres très précieux. Avant qu'on se sépare, je me permets de compléter avec une petite page promotionnelle pour la suite des manifestations organisées par l'Institut Droit et Santé. Tout autre terme, le 1er février, nous aurons l'opportunité d'organiser en partenariat avec le HESP un colloque sur la prévention et le bien vieillir. Autre sujet, mais non moins intéressant. Et le 8 février, tout autre sujet également, un colloque sur la santé mentale des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, je vous donne rendez-vous pour ces différentes manifestations et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et également en vous abonnant à notre veille juridique et à notre journal de droit de la santé et de l'assurance maladie. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.